Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur ce premier match du Sénégal à la CAN féminine 2025. Une victoire nette, 4-0 contre la RD Congo. Oui, bonjour. Une entrée en matière assez spectaculaire, effectivement. Voilà. On s'appuie sur les comptes rendus, les images qu'on a pu voir. Et l'idée, c'est vraiment de regarder de près les performances des deux attaquantes stars, Mama Diop et Nguena Ndiaye. Ah oui, elles ont été incroyables. Un doublé chacune, quand même. Exactement. Alors ça commence très très fort. Dès la 5e minute, c'est Mama Diop. Celle qui joue à l'OM. C'est ça. Elle nous sort un lob mais superbe après une remise de Meta Kandé. Un geste technique magnifique, faut le dire. Plus qu'un but, c'est une marque de confiance, non? Ça lance le match parfaitement. Tout à fait. Marqué si tôt. Et de cette manière, ce lob montre une vraie maîtrise, un calme impressionnant. Et puis, ça met tout de suite la RDC sous pression. Clairement, le Sénégal s'installe. Exactement. Le plan de jeu offensif, il est validé d'entrée. On sent déjà l'impact de Diop. Et ça ne s'arrête pas là, parce que à peine le temps de respirer, 13e minute, Nguena Ndiaye, Oui, elle double la mise. Elle est là, à l'affût, après une première intervention de la gardienne, hop, elle pousse le ballon au fond. et voilà, 2-0. 2-0 très vite, ça paraît presque facile à ce moment-là. Mais ce qui est fascinant, c'est cette capacité à enchaîner si vite. 2 buts coup sur coup. Ce deuxième but, il montre bien l'instinct de Ndiaye dans la surface. Toujours bien placé. L'opportunisme. Voilà, opportunisme. Mais peut-être aussi, il faut le dire, une défense congolaise un peu dépassée par le rythme, non? Oui, on peut le penser. Elles ont eu du mal à gérer ces vagues sénégalaises. 2 buts en moins de 15 minutes. Et par 2 joueuses différentes. C'est un message fort envoyé aux autres équipes. Carrément. Et puis, le festival Mama Diop continue. 22e minute. Encore elle. Elle signe son doublé. Et là encore, c'est après un premier arrêt de la gardienne, elle suit bien, deuxième chance, but. 3-0. 3-0, impressionnant. On assiste vraiment à une démonstration individuelle. Impressionnante, oui. Et ça confirme ce qu'on disait sur son rôle. Certaines sources la décrivent comme une vraie leader. Ah oui, Oui, et on voit pourquoi. Elle n'est pas juste technique, elle est décisive. Elle a ce flair, cette capacité à être là où il faut. son titre de femme du match semble logique du coup, Totalement mérité, oui. vu son impact sur cette première mi-temps en tout cas. Et avant la pause, le coup de grâce. 4e but, 40e minute. Et c'est Nguena Ndiaye qui revient. Exactement. Celle qui joue à Bourges Foot, elle s'offre aussi son doublé, sur un centre cette fois de Absatou Malado Diallo. 4-0 à la mi-temps, le match est plié, quoi. Clairement. C'est un festival offensif, comme dit un compte-rendu. Et avec ces doublés, Diop et Ndiaye prennent direct la tête du classement des buteuses. C'est fou. Si on regarde ça d'un peu plus haut, on voit une attaque sénégalaise qui repose énormément sur ces deux-là, en état de grâce sur ce match. Leur efficacité a été redoutable. Clinique, oui. Elles ont complètement submergé la défense congolaise en 45 minutes. Presque plus une question de domination conjointe que de complémentarité sur ce match précis. D'accord. Donc bilan, 4-0, score final acquis en première mi-temps, une deuxième période plutôt en gestion. Oui, avec quand même quelques arrêts d'Adjin Ndiaye pour garder le score vierge derrière. Le clean sheet, important aussi. Et donc le Sénégal prend la tête du groupe A, logique. Tout à fait logique. Alors, si on devait résumer le point clé de cette démonstration. Pour moi, c'est vraiment l'impact phénoménal du duo Diop-Ndiaye. Leur doublé, c'est ça qui a propulsé le Sénégal vers cette victoire écrasante. C'est une entrée en matière idéale pour afficher les ambitions. Exactement. On sait que le Sénégal veut faire mieux que lors de la dernière édition. Là, elles envoient un signal. Une performance individuelle de très haut niveau pour lancer leur tournoi. Oui, c'est un départ fulgurant. Mais ça soulève aussi une question intéressante pour la suite, non? C'est-à-dire, Les prochains matchs, ce sera contre la Zambie et surtout le Maroc, pays hôte. Des adversaires d'un tout autre calibre, on peut l'imaginer. oui, ce sera plus difficile, c'est sûr. Et donc la réflexion qu'on peut avoir, c'est est-ce que cette efficacité offensive, qui a reposé aujourd'hui très fort sur les exploits individuels de Diop et Ndiaye, est-ce qu'elle pourrait être maintenue face à des défenses plus solides, mieux organisées, ou est-ce que, justement, cette dépendance pourrait devenir un point faible quand les espaces vont se réduire? C'est une bonne question. Voilà, c'est un peu le défi qui attend le Sénégal pour la suite de la compétition. Voir si le collectif peut prendre le relais quand ses individualités seront peut-être moins en réussite. Qui approche Real Madrid contre PSG en Coupe du Monde des clubs. Un match déjà sous haute tension. Ah oui, et comme si ça ne suffisait pas, Sergio Ramos, qui connaît bien les deux maisons, a jeté un pavé dans la mare.
marre, non? Tout à fait, il a parlé de trahison calculée de la part de Mbappé pour son départ. Des mots très très forts. Bah oui, juste avant une demi-finale comme ça, ça met une ambiance particulière, on va dire. Ça promet. Et tactiquement, justement, on sent que ça cogite côté PSG. Luis Enrique pourrait envisager une défense à 3. Pour contrer Mbappé, j'imagine. Hein. C'est l'idée, oui. Limiter les espaces. Et on parle aussi du retour de Vitinha, qui avait manqué le match contre le Bayern. Mais c'est pas simple pour Paris. Il y a des absents, non? Vitinha, Huijsen sont forfaits. Exactement. Et en plus, une épidémie de gastro qui pourrait toucher Dembélé et Kimpembe. Ça complique sérieusement la préparation. Et côté Real, c'est pas forcément plus limpide. Il y a une incertitude sur Mbappé lui-même, apparemment. Oui, Alonso hésiterait à le titulariser, peut-être à cause d'une petite entorse à la cheville. Rudiger aussi est incertain, une contracture. Du coup, il y a l'option Gonzalo Garcia qui est mentionnée, mais la grosse cote, ce serait Arda Güler titulaire. Ce serait un pari, oui. Un jeune joueur lancé dans un match pareil. Audacieux. Et pour rajouter une couche à cette rivalité Real-PSG, cette rumeur Nuno Mendes au Real. Ah oui, ça enfle. Un prêt avec une option d'achat à 40 millions. On imagine que Paris n'est pas très chaud. Logiquement, non. À l'inverse, un peu de stabilité. Modric qui prolonge au Real jusqu'en 2026. C'est ça. Et on note aussi le départ d'Alvaro Carrara à Benfica, c'est confirmé, pour 10 millions. Bon, changeons de registre. Manchester United, ils ont pris une décision assez surprenante. Ah oui, le refus de l'offre d'Amazon. Plus de 13 millions de dollars pour un documentaire. C'est ça. Et c'est l'entraîneur, Amorim, qui aurait mis son veto. Ben, c'est un message fort. Priorité aux sportifs, à la reconstruction, même avec une dette énorme, plus de 950 millions. C'est un pari sur le calme, sur le terrain avant tout. Fascinant comme approche. Oui, ça tranche avec ce qu'on voit souvent. C'est peut-être un changement de cap stratégique pour United. On mise sur le long terme. Pendant ce temps, Arsenal discute sérieusement avec Victor Gyökeres, l'attaquant du Sporting. L'enjeu principal, c'est le temps de jeu, c'est ça. Hein. Exactement. Le joueur veut des garanties avant de dire oui à une offre qui serait autour de 50 millions. Sa volonté est clé. Et la pression sur les jeunes talents, on la voit aussi avec Chelsea, qui mettrait 50 millions sur la table pour Hendrick du Real Madrid. Ah oui, le Real se retrouve face à un choix. Bah oui, garder ce crack potentiel ou accepter une grosse somme, peut-être via un prêt au début pour qu'il ait du temps de jeu ailleurs. Classique dilemme. Un mot sur l'OM, qui est très actif. Ils insistent pour Raspadori de Naples. Oui, l'offre est montée à 35 millions plus des bonus, mais Naples en demande 60. Et la clause est même à 70 millions. L'écart reste énorme. Clairement, le prix fixé par De Laurentiis, c'est ça le nœud du problème. Il est dur en affaires, on le sait. Du coup, Marseille regarde ailleurs aussi. Pedro Henrique de Vasco au Brésil pour remplacer Luis Enrique. C'est une piste, oui. Mais là aussi, ça coince un peu sur le prix. 10 millions offerts, 15 demandés par Vasco. Et puis il y a l'option Aubameyang, libre, 36 ans. Il parle aussi avec Lyon, apparemment. Oui, l'OM explore plusieurs pistes, différents profils et différents coûts. D'autres points chauds pour finir, Luis Diaz de Liverpool. Il aurait un accord avec le Bayern, selon certaines sources. Le Bayern doublerait le Barça, qui est plus limité financièrement. Mais Liverpool demande cher, 85 millions. C'est le prix d'une star de Première Ligue. Et puis Galatasaray qui veut garder Osimhen après son prêt réussi. 20 buts, c'est énorme. Il propose combien? 50 millions plus bonus à Naples. Et le joueur, lui, voudrait rester en Turquie. Ça met Naples face à un choix. Et pour conclure ce tour rapide, Musiala bientôt de retour à l'entraînement au Bayern. Bonne nouvelle pour eux. Oui, moins bonne nouvelle peut-être pour le PSG. Le clan Donnarumma met la pression. Prolongation ou départ. Et situation très tendue à Lyon, avec la menace de relégation administrative par la DNCG si Textor ne remet pas 300 millions. C'est critique, oui. Dans ce contexte, la LFP a choisi beIN Sport pour produire sa chaîne Ligue 1. Un contrat de 50 millions par an. Bon, on voit bien que ça bouge dans tous les sens. L'argent, la stratégie, le pouvoir des joueurs, c'est un tourbillon permanent. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Au-delà des chiffres et des transferts individuels, je crois que ça pose une question plus large. Comment tous ces mouvements incessants, ces stratégies financières redéfinissent non seulement les équipes, mais peut-être aussi l'idée même de loyauté, d'identité dans le foot moderne. C'est une excellente question pour finir. Ça donne à réfléchir sur ce que devient le football.